juste pour vous montrer rapidement ce à quoi ça nous mène, ce à quoi ça nous a mené le constat à partir du début des années 1990, c'est qu'on était devant plusieurs communautés dites dévitalisées. Puis moi, j'aime pas le terme parce que ça sonne comme justement une condamnation à mort, là, mais c'est le terme qui était utilisé à l'époque, donc la dévitalisation locale, dévitalisation rurale. On représente ici comme un cercle, là, un serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire un facteur en entraîne un autre, en entraîne un autre, etc., etc. Moi, quand je le présente à mes étudiants, je préfère dire que c'est pas vraiment un cercle en 2D, mais que c'est plutôt une spirale descendante, en fait. Puis plus ça va vite, puis plus c'est difficile de remonter, en fait, c'est ça. Parmi certains facteurs, bon, situation de sous-emploi, dépeuplement, vieillissement, démission politique. Ça devient dur, des fois, pour les petits milieux de recruter des gens qui veulent porter des dossiers au niveau de la mairie. Les moyens ne sont pas toujours là, c'est pas toujours facile. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est encore plus difficile. Pas vraiment intéressant. Donc, c'est ça, il y a tout ça, perte du sentiment d'appartenance, dégradation de l'environnement. Bon, en tout cas, bref, il y a plusieurs facteurs. Là. Ça, c'est le cercle de la dévitalisation qui a été, on va dire, écrit par Bernard Vachon, un des plus grands spécialistes là, dans le développement local au Québec, qui est lui-même agriculteur dans le secteur ovin, si je me souviens bien. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, dévitalisation des communautés. Ce qu'on s'aperçoit finalement, c'est l'éclatement de la ruralité traditionnelle. Tu sais, le portrait que je vous ai présenté tout à l'heure avec les belles photos de tout le monde vit et meurt dans un milieu, donc la paroisse agricole, ça n'existe pour ainsi dire plus vraiment, en tout cas dans sa forme originelle aujourd'hui. Puis ce qu'on constate aussi, c'est que l'agriculture perd son rôle prépondérant dans de nombreux milieux. Peut-être pas ici, là, dans Maria-Chapdelaine, mais ailleurs au Québec, c'est le cas vraiment. Puis ce qu'on s'aperçoit finalement aussi, c'est qu'on se retrouve avec de façon vraiment importante, là, vraiment claire, nette et précise, on se retrouve avec différentes sortes de ruralité. Puis là, je les ai mis dans le graphique ici. Vous avez les pôles urbains, et maintenant, c'est 80% de la population du Québec qui vit dans les pôles urbains. Avant, en 1871, c'était le contraire. 80% des gens qui vivaient en zone agricole. Rurale, en fait, je devrais dire. Oui, donc c'est ça. Fait que là, on a une ruralité périurbaine. Celle-là qui est vraiment très, très proche des grands centres urbains, qui sont en bonne santé socio-économique, mais qui sont sensibles à l'étalement urbain. Eux autres, c'est vraiment leur gros défi, c'est de se faire manger toujours plus de terre en raison de l'étalement urbain, puis le développement de projets domiciliaires, et tout ça. Puis ça fait aussi des conflits d'usage avec les néo-ruraux, donc ceux qui viennent s'installer dans ces zones-là rurales, périurbaines, parce que les néo-ruraux, eux autres, ils veulent avoir un beau cadre de vie, mais c'est encore une place où tu fais de l'agriculture, fait que là, des fois, il y a des gens qui... C'est ça rue un peu dans les brancards. Fait que ça, c'est la première ruralité qu'on retrouve. Il y a la ruralité encore, on va dire, typique, là, entre guillemets, donc avec des activités agricoles prépondérantes, beaucoup d'activités manufacturières, mais tout dépendant du milieu. Là. Par exemple, en Beauce, c'est vraiment ce qu'on va retrouver. Mais ça devient de plus en plus difficile à maintenir les services. Et pourquoi? Parce que c'est des milieux qui sont pas tout à fait assez éloignés de la ville pour être capables d'avoir leurs propres services, mais en même temps, pas tout à fait assez proches pour faciliter l'accès à ces services-là à tout le monde. Vous voyez, c'est comme dans une zone plate, là, où tu n'es pas tout à fait assez loin, mais pas tout à fait assez proche non plus. Alors ça devient un peu plus complexe pour eux autres. Et finalement, vous avez la ruralité dite un peu plus éloignée là, en termes de distance, la base économique qui s'effrite, donc la base économique traditionnelle là, qui s'effrite dans plusieurs milieux. Ça peut être l'agroforesterie, ça peut être l'agriculture, ça peut être en fait d'autres secteurs. Et c'est les services de proximité qui disparaissent l'un après l'autre. Alors, c'est ce qu'on constate là, au sortir des années 1980, début 1990. Toutefois, le gouvernement du Québec a quand même réagi à cette époque-là. Alors, plusieurs d'entre vous ont probablement vécu cette époque en tant qu'agriculteur ou agricultrice ici. Ce qu'on a vu, il y a eu les États généraux du monde rural qui a été fait en 1997, si je me souviens bien. Et c'est là qu'est née Solidarité rurale du Québec. Alors, sûrement que certains d'entre vous se souviennent de Solidarité rurale du Québec, qui était un organisme qui devait consultatif pour le gouvernement en matière de ruralité, donc pas juste d'agriculture, vraiment de ruralité au sens large du terme.
mais aussi qui a été chargé de développer des programmes de formation pour des agents de développement ruraux, ce qu'on appelait des ADR. Entre 1997 et 2014, ils ont formé quand même 136 agents qui étaient dans les milieux et qui servaient à faire du développement des zones rurales. Ensuite de ça, il y a eu la politique nationale de la ruralité, la première phase, la première version entre 2002 et 2007, et la politique nationale de la ruralité numéro 2 entre 2007 et 2014. Puis ça a vraiment été une politique qui a été intéressante pour le développement des milieux ruraux. Ça a amené aux pactes ruraux, en fait, pour les municipalités, et aussi à des projets locaux de développement, ce qu'on appelait les laboratoires ruraux, en fait. Ça a vraiment, vraiment bien fonctionné. Écoutez, l'OCDE, ce que je vous parlais tout à l'heure, l'Organisation de coopération et de développement économique, ils sont à Genève, eux autres, si je me souviens bien. Ils sont venus au Québec, ils sont venus voir ce qu'on avait fait avec notre politique nationale de la ruralité. Ils capotaient. Ils faisaient « Wow, mais c'est donc bien génial ce que vous faites, vous aidez vraiment, vous avez des orientations claires, bon, etc., etc. » Si vous avez le temps à un moment donné, vous chercherez sur Internet le documentaire, comment ça s'appelle? « Les Irréductibles ». C'est ça? Oui. Qui témoigne de l'histoire du développement du village de Saint-Camille en Estrie. Puis on voit la délégation de l'OCDE débarquer parce qu'eux autres, il y avait un laboratoire rural. Puis c'est l'objet de ce documentaire-là. Puis ça fait drôle de voir que les hommes et femmes en complet débarquer, ils ne parlent pas un mot de français pour la plupart, mais débarquer avec des traducteurs pour se faire expliquer comment ça se fait que Saint-Camille a réussi à faire telle affaire au travers des laboratoires ruraux. Donc, ouais, c'est ça. Ça a vraiment été, là, bon, là, j'accélère, ça a vraiment été intéressant. Et il y a aussi eu la Commission sur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire, c'est ça? CAQ, il me manque une lettre, du Québec. En 2006, débuté en 2006, et dont le rapport a été déposé en 2008. OK. Et arrive 2015. Est-ce que vous vous souvenez de 2015? Oui, il y en a qui disent oui. Ouais. On s'en souvient tout un peu, mais je vais vous le remettre en mémoire pour mettre de bonne humeur. OK? Gouvernement Charest, qui institue diverses mesures d'austérité, qui fait des coupures un peu partout dans les... Ah, c'est ça, celui-là. Oui, c'était... oui, c'est ça. Pourquoi j'ai mis Charest, c'est ça? Mais bref, en tout cas, abandon... D'abord, en fait, on a cessé de financer. Il devait y avoir une politique nationale de la ruralité, 3e version. En 2014, elle a été abandonnée, donc elle n'a pas été financée. Solidarité rurale du Québec a perdu son financement, la majorité de son financement, 750 000 $ annuels. Ça existe toujours, là, SRQ, mais ils n'ont pas de financement. C'est difficile pour eux autres. La disparition des agents de développement ruraux, parce que Solidarité rurale du Québec a été, pour ainsi dire, abolie. Puis il y a eu aussi une vague, un arrêt de financement des plusieurs CLD. Fait qu'il y a beaucoup de centres locaux de développement en zone rurale, en régions éloignées, qui ont fermé. Et d'autres qui ont été fusionnés aux municipalités ou quoi que ce soit. Là, il s'est passé toutes sortes d'affaires, mais il y en a qui ont carrément disparu. En fait, la moitié des CLD de l'époque ont disparu, ont fermé. Ce qui fait en sorte, en fait, puis moi, c'est souvent ce que je présente à mes étudiants, là, la flèche qui est là. Vous avez le avant 2015 en matière de développement régional rural, puis vous avez le après. Mais vous avez une ligne entre les deux, une fracture. Moi, ce que je dis souvent, encore une fois, à mes étudiants, c'est que le développement d'une région, d'une localité, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est ça, c'est sur le long terme, c'est du marathon, ça prend du temps. Il faut que tu établisses des contacts, tu crées des liens de relation avec des partenaires, tu parles à ton monde, tu développes des projets, tout ça, ça se décide, puis ça prend du temps. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que ça a arrêté complètement du jour au lendemain. Les territoires s'en sont remis, quoi qu'on en parle encore, là, 10 ans, un peu moins que 10 ans après, là, un peu plus de 10 ans après, c'est-à-dire s'en sont remis, mais ceux qui s'en sont mieux remis, c'est ceux-là qui allaient déjà bien. Ceux qui avaient plus de difficultés, ils ont toujours encore des difficultés à cause de ces mesures-là, de ces coupures-là qui ont été faites. Alors, ce qui fait en sorte finalement là, que la course elle a été interrompue, puis de redécoller toute la machine, c'est long. Puis il y en a encore qui rushent là-dessus. Là. Parlez-en aux petites municipalités. Moi, je travaille beaucoup là, dans des projets de recherche avec Petit-Saguenay.
ils n'arrêtent pas d'essayer de trouver des moyens de redémarrer le dynamisme de la communauté, mais c'est dur, parce qu'eux autres sont dans l'éloigné, ils ne sont pas à côté de rien, là. Ils sont vraiment dans l'éloigné. Il n'y a pas de mesures, il n'y a plus de financement, il y a des normes, tout ça qui fait en sorte que c'est difficile de développer la ruralité québécoise, et encore plus quand elle est éloignée. Donc, êtes-vous de bonne humeur? Hey, on en rajoute-tu une couche? Oh! Et voilà! On est rendu là, aujourd'hui. J'aime bien cette figure-là, en fait, parce qu'elle exprime très bien ce qu'on vient de vivre là, avec la COVID-19, ce qu'on commence à vivre au niveau économique, mais ce qui s'en vient au niveau des changements climatiques, puis ce qui s'en vient de façon plus large au niveau de l'effondrement de la biodiversité. On l'a vu, les espaces ruraux ont vécu des transitions. C'est vraiment depuis avant 1950 jusqu'à aujourd'hui. Ils ont changé, ils ont évolué, ils ont subi plusieurs choses. Mais pas plus que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une seule ruralité, pas plus qu'il y a un même cas de figure à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il y a des territoires qui vont mieux, puis il y a des territoires qui vont moins bien. Ceci dit, au niveau macro, là, vraiment social, au global, si vous préférez, il y a des choses qui s'en viennent puis qui vont toucher tout le monde, rural comme urbain. Puis c'est en fait là, ces différentes vagues-là qui sont à nos portes. La COVID-19, on l'a vu, monsieur l'a dit tout à l'heure, monsieur le président du PA l'a dit tout à l'heure. On a vu en fait là, que les tablettes vides puis tout ça, ça nous a fait réaliser en fait qu'il y avait des failles dans notre système, dans notre façon de concevoir, de produire, de toutes sortes de patentes, en fait, de consommer aussi, puis que, manifestement, on était fragile à certains égards. Okay? Ça nous l'a fait réaliser de plein fouet, en fait, là, puis ça n'a pas été facile non plus comme constat. Il y a cette chose-là. La crise économique actuelle, pas actuelle, elle commence, elle s'en vient. Selon plusieurs auteurs, même si l'inflation semble vouloir tourner à sa place, il y a d'autres choses aussi qui s'en viennent parce que la Chine est vraiment dans une optique au niveau économique de reprendre le pouvoir économique par rapport au dollar américain. Puis ça va créer des fluctuations sur les marchés. La guerre en Ukraine et tout ça. Bon, vous voyez, on est dans des climats incertains là, pour plusieurs années. Les cycles économiques, ça dure 10 ans, on va dire à peu près, là. C'est plus comme les anciens cycles économiques qui duraient 50, 60 ans. Maintenant, on est dans des cycles économiques très courts, donc 8 à 10 ans. Fait que mettons, les 10 prochaines années risquent d'être un peu plus plates. On pourrait dire ça comme ça. Devant ces différents défis-là, en fait, les espaces ruraux, ils ont besoin, en fait, de s'adapter et de trouver de nouvelles ressources d'adaptation. C'est pareil pour les urbains, mais moi, je vous parle des espaces ruraux, là. Mais je pense que c'est ce qui est important à comprendre, c'est que l'adaptation, elle ne s'impose pas, elle se choisit. Puis les moyens de s'adapter, ils se choisissent aussi. Puis c'est un peu ça que je vais vous présenter là, au travers du concept de multifonctionnalité de l'agriculture. OK. Je vous ai dit que j'allais parler du concept de multifonctionnalité de l'agriculture, mais avant, je prends un petit pas de recul, j'aimerais ça vous parler de la multifonctionnalité des espaces ruraux. Donc, pas juste de l'agriculture, OK, si vous me suivez bien. S'intéresser à la multifonctionnalité des espaces ruraux, en fait, c'est s'interroger sur ce qui se passe dans les milieux, comment les gens parlent, comment les différents acteurs fonctionnent ensemble pour pouvoir développer le territoire. Je suis sûre que vous avez en tête plusieurs exemples, mais moi, j'en ai un, notamment une des étudiantes avec laquelle j'ai travaillé récemment qui a documenté toute l'action du Cercle des fermières puis de la FEAS, en fait, dans les espaces ruraux. Puis on a vu, en fait, elle a clairement démontré que, loin d'être juste des organisations, les femmes vont placoter en tricotant, il y avait beaucoup plus de choses qui se faisaient à ce niveau-là, vraiment d'action, à des degrés divers aussi selon les territoires, mais vraiment de l'action au niveau de la défense des droits, au niveau de l'égalité, au niveau de l'environnement aussi. La FEAS a parlé de questions environnementales dans l'agriculture, ça fait 50 ans qu'ils le font. Nous autres, ça fait combien de temps? Pas sûr que ça fait autant de temps que ça. Fait que, tu sais, il y a ce genre d'organisation-là qui existe dans les espaces ruraux, mais il y en a aussi plein d'autres. Mais de façon générale, en fait, là,
on va dire, les différents acteurs qu'on retrouve dans un territoire, ils ont chacun une vision puis un désir, en fait, d'utiliser le territoire. Fait que les différentes fonctions qu'on retrouve dans les espaces ruraux, vous avez la fonction sociale, donc tout ce qui concerne le milieu de vie, les aspects récréatifs, le cadre de vie, la vie communautaire, les traditions, les valeurs, tout ça. Vous avez la fonction économique, évidemment, bien sûr, agricole, forestière, mine, tout dépendant des territoires. Le tourisme aussi, l'agrotourisme, qui est de plus en plus important dans certains milieux. Puis il y a des endroits aussi qui ont des industries, certains espaces ruraux qui ont des industries. Puis il y a la fonction aussi environnementale, donc de protéger la biodiversité, de protéger les ressources, les paysages, la faune, la flore, bon, etc., etc. Fait que ça, c'est la multifonctionnalité des espaces ruraux. Puis, notez qu'un résident, on va dire un simple résident, n'a pas la même vision d'une fonction que, par exemple, un agriculteur ou un élu ou un industriel, en fait. Fait que c'est bien important de comprendre que ces fonctions-là ne sont pas figées dans le temps, ça dépend vraiment de chaque personne. On va s'intéresser à la multifonctionnalité de l'agriculture, en fait. Ça dépend là, des auteurs qui s'intéressent là-dessus. Il y en a qui disent qu'il y en a 3, les mêmes en fait que je viens de vous présenter. Moi, j'aime bien cette figure-là de Lang, qui en présente 5 en fait. Donc, vous avez la fonction de la production agricole, bien sûr. Hein, dans l'agriculture, ça sert à produire des produits alimentaires ou non alimentaires aussi, dans certains cas. Vous avez la fonction économique, créer des emplois notamment, mais pas juste ça, apporter de la richesse dans un milieu, entre autres choses. Vous avez la fonction sociale, créer du lien avec les personnes dans le milieu, de l'insertion des personnes aussi, de se sentir acceptées, utiles finalement dans un milieu. La fonction culturelle, c'est-à-dire toutes les valeurs, traditions, le terroir qu'on peut retrouver par rapport à l'agriculture. Et vous avez finalement la fonction environnementale qui est liée à la biodiversité, mais qui est liée aussi au paysage. Fait que ça, c'est les 5 fonctions qui sont déclinées. Mais comme je vous dis, selon le cas, en fait, selon les auteurs, on peut en avoir 5, on peut en avoir 3, mais moi, je préfère retenir celle-là qui est plus, on pourrait dire, un peu plus étendue là, dans ses définitions. Fait que je vous refais travailler. Alors, prenez votre cellulaire. On s'en va à la même place. En fait, le menti.com, c'est le même code, 5496. Là, je vais y aller tout de suite. Cette fois-là, on va s'interroger sur à quoi sert l'agriculture selon vous? Ah, vous avez déjà travaillé, vous êtes trop bon. Trop fort. Alors, occuper le territoire, nourrir le territoire, la fonction économique, bien sûr. Gagner. Je ne suis pas sûre de comprendre, mais en tout cas, gagner. La communauté, oui. Gagner ta vie, oui, OK, oui, c'est bon, merci. Manger, valoriser, la liberté, valoriser, nourrir. Autonomie alimentaire. Je pense que c'est ça, là. Si on pouvait manger ressort à quelques endroits, si on pouvait le mettre avec le même avec nourrir ressortirait encore plus. C'est correct, c'est normal, c'est aussi à ça que ça sert, l'agriculture. J'ai aucun problème avec ça. Ça bouge. Dynamiser le territoire, la vitaliser, valoriser le territoire, développer sans doute le territoire, développement local, solidarité, fierté, c'est le fun à voir. Protéger, oui. Biodiversité, on l'a vu. Faire vivre, préserver. Fait que vous voyez que ça quand même, là, c'est le fun de voir, en fait, que ce que vous me dites, là, ça s'aligne pas mal par rapport à ce que je vous ai présenté avec l'étoile de Lang. Tu sais, quand je vous disais que je vous apprendrais rien, bah, c'est ça. Je vous apprends rien, finalement. Mais c'est le fun de savoir que ce que vous pensez, parce que c'est vous les experts de votre territoire, de votre milieu, ben c'est vrai, c'est dans le fond ce qu'on retrouve dans les écrits. Oui, absolument. Animer la relève, gagner notre vie des systèmes, espace, occupation du territoire, oui. C'est super. Il va bouger sans doute encore un peu le temps que les autres rentrent. J'irai le re-regarder, mais très intéressant. Merci beaucoup. Donc, je termine en fait là-dessus. C'est ça que ma souris. Bon, OK.
là, je vous ai présenté les différentes formes, les différentes fonctions de l'agriculture, puis encore une fois, j'y tiens, c'est pas un cadre normatif, c'est-à-dire que c'est pas parce que Laing a dit ça que ça doit être ça dans votre milieu, OK? Comprenez-moi bien. Il va y avoir d'autres choses, puis c'est correct. C'est juste une façon d'essayer d'un point de départ, finalement, à partir duquel on continue à discuter. Puis là, on s'en va un peu plus dans les particularités par rapport à votre milieu précisément. Bon, juste pour rajouter par rapport à la multifonctionnalité, en fait, que cette notion-là de multifonctionnalité, elle peut être vécue ou reconnue différemment dans chaque milieu. Alors, il y a des milieux où est-ce qu'on va la reconnaître davantage, qu'on va croire faire vivre davantage, plus de fonctions à l'agriculture, autres que celles de la production agricole, on s'entend, non? Je veux dire, ça, c'est sûr, ça sera toujours, puis ça changera jamais, mais c'est les autres fonctions de l'agriculture. Donc, à ce moment-là, on va se retrouver, là, je vous apporte sur le la première figure ici, excusez-moi. Fait que vous avez la possibilité d'avoir des communautés qui sont dans une multifonctionnalité très forte. Alors, c'est-à-dire qui s'éloignent, tout en la gardant très vivante, mais qui s'éloignent de la seule fonction de production alimentaire pour considérer les autres fonctions de l'agriculture. Puis, selon Wilson, on va parler de vision de l'agriculture, je vais dire le terme, mais je vais vous l'expliquer après, non productiviste. Fait que comprenez-moi bien, je ne veux pas dire que l'agriculture va devenir un jour quelque chose où il n'y a pas de production agroalimentaire. C'est pas ça, ça ne sera jamais ça, OK? C'est juste que par rapport à l'idée qu'on se fait des autres fonctions de l'agriculture, voir l'agriculture pas juste comme une fonction économique de production, ça peut apporter d'autres aspects intéressants finalement. Puis le pôle, on appelle ça c'est ça, le bout complet de ce continuum-là, il est théorique, mais il n'existe pas pour de vrai dans la réalité. Même chose pour le premier aussi, c'est-à-dire productiviste, c'est-à-dire un milieu où on considérerait uniquement la fonction économique de production agricole. Ça non plus, ça n'existe pas pour de vrai dans la réalité. À des divers degrés, la majorité des communautés vont accepter ou non, en fait, qu'il y ait d'autres fonctions à l'agriculture. Fait que ça, c'est une chose. Fait que la multifonctionnalité va se décliner plus ou moins fortement selon les secteurs. Puis c'est un peu ce qu'on veut étudier avec le projet de recherche avec Flora. C'est de voir, vous autres, comment vous voyez ça. L'autre figure à côté, en fait, c'est de comprendre que la multifonctionnalité, elle se vit d'abord et avant tout à l'échelle locale, au ras des poquerettes, dans le champ de vache, n'importe où. Là. Vraiment, en bas complètement au niveau très local. Et plus on s'éloigne, en fait, au niveau de la communauté locale, au niveau régional, au niveau national, puis après ça, au niveau même global, donc mondial, plus on s'éloigne du ras des poquerettes, plus on a de la difficulté à bien saisir cette multifonctionnalité-là parce qu'elle ne prend pas de sens. La multifonctionnalité de l'agriculture va avoir du sens seulement par rapport à son propre territoire. T'sais, en fait, c'est ça que je veux dire. Fait que c'est pour ça que c'est important d'aller étudier vraiment, comme par ici, dans la MRC de Maria Chapdelaine, parce que ça va nous permettre vraiment de comprendre quel sens vous donnez aux autres fonctions de l'agriculture. Ça me donne plus ou moins rien d'aller au niveau national parce que ça va être trop diffus. En fait, on n'en verra pas les effets concrets. OK? Je pense que c'est un peu ce que je voulais vous dire. Un exemple de multifonctionnalité très concrète au niveau de l'exploitation agricole, là, le premier niveau, en plus de la production agricole, intégrer un volet d'éducation, par exemple. Faire venir des écoles pour enseigner aux jeunes. Tu sais, ça c'en est un. Fait que vous voyez, vous rajoutez une fonction éducative, finalement, à une production agricole. Au niveau local, l'autre niveau au-dessus, travailler, les producteurs qui travaillent en concertation au niveau très local, finalement, pour offrir une plus-value aux produits locaux, c'est-à-dire produits certifiés MRC de Maria Chapdelaine. Bon, je dis n'importe quoi, là. Mais tu sais, vous voyez, là, vraiment donner une valeur, une plus-value, c'est ça, aux produits locaux qui sont transformés. Puis au niveau régional, là, à ce moment-là, tu sais, le niveau régional, il est en zone tampon, hein, entre le local puis le national. Fait que c'est là que toutes les politiques qui viennent d'en haut peuvent être mieux articulées pour descendre un peu plus doucement et plus efficacement au niveau local. Fait que là, au niveau régional, à ce moment-là, ça va être d'avoir un portrait régional puis de voir, OK, ça, il y a la multifonctionnalité là, ici, comme ça, comment elle se déploie. Puis après ça, on valorise collectivement, en fait, qu'est-ce qui se fait dans notre région.
Donc, c'est un peu là, ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Fait que je termine parce que François est debout. Les espaces ruraux ne sont pas à leur première transition. Vous le saviez déjà, mais là, je vous l'ai dit. Concrètement, je vous l'ai démontré. Fait que ça, je pense que c'est important à garder en tête. Puis, les espaces ruraux ne sont pas non plus à leur dernière transition. Ça va changer encore. Il n'y a rien de statique. Bon, je vous dis, je n'apprends rien de nouveau. Il n'y a rien de statique. Mais je pense que c'est important de le nommer, ça, clairement. Les crises systémiques dont j'ai parlé tout à l'heure, économiques, climatiques, environnementales, vont nous demander d'élargir nos boîtes à outils collectives pour bien réussir à s'adapter. Mais encore une fois, cette adaptation-là, elle doit être choisie au niveau local. Il n'y a personne qui peut vous imposer ça, sinon, ça ne fonctionnera pas. Fait que c'est à vous, finalement, de choisir vos outils que vous allez mettre dans votre nouvelle boîte à outils. L'agriculture, est au carrefour de plusieurs des enjeux là, économiques, climatiques, environnementaux. Puis en ce sens-là, ça le rend davantage vulnérable que d'autres secteurs d'économie. Fait que c'est d'autant plus important de prendre des moyens différents, en fait, de ce qui existe actuellement pour faire face à ces enjeux-là. La reconnaissance de la multifonctionnalité, parce qu'elle a toujours existé, ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'agriculture a toujours été multifonctionnelle, mais de reconnaître les différentes autres fonctions que la production agroalimentaire, en fait, c'est une piste pour faciliter cette adaptation-là, parce que ça permet de dégager une plus grande marge de manœuvre et, comme je vous dis, d'élargir ou de mettre de nouveaux outils dans votre boîte à outils d'adaptation. Alors voilà, ça c'est mes références et je vous remercie pour votre présence. Attention. Bonjour, mon nom est Adèle Potvin, fille de Julie Trottier et François Potvin de la Bergerie du Nord. Encore une fois cette année, je vois la saison de la motoneige commencer et je vois ma mère s'inquiéter. Elle se demande s'il va y avoir des dommages sur nos terres ou pour nos animaux. C'est certain que si vous pouviez limiter la quantité de déchets que vous jetez sur nos terres, cela aiderait grandement à nos animaux. Et ça, toute notre famille l'apprécierait beaucoup. Bonne saison de la motoneige à tous et merci beaucoup pour votre respect.